Avec Hippocast, je vous propose de vous plonger dans la vie d'un ou d'une étudiante en médecine, pharmacie, dentaire ou sage-femme, et plus particulièrement de sa première année. Cette année est un véritable défi. Du jour au lendemain, il va falloir apprendre à travailler, à s'organiser, à avoir confiance en soi et réussir. Seulement un étudiant sur 5 passera en deuxième année. Il faut être le meilleur, ne pas perdre de temps. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit ? Pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui sur Hippocast je reçois Eva, bonjour. Bonjour. Alors Eva, elle a majoré les oraux à la Sorbonne, donc félicitations. Merci beaucoup. Donc dans cet épisode, on va parler évidemment préparation aux oraux, mais on va parler aussi prépa, d'organisation tout court, et on va parler de couple, d'amour, pendant cette première année, parce que j'ai ouï dire que tu étais en couple pendant toute ta P1, et on va voir comment vous avez géré cette année un peu difficile. Mais avant de commencer, j'aimerais bien savoir un peu quelle spécialité tu avais prise au lycée. Moi, au lycée, j'étais la première année de la réforme du bac, donc c'était un peu flou les choix, on n'avait pas beaucoup d'infos. Donc j'avais pris en première les spécialités maths, physique, SVT, et en terminale physique, SVT, avec option mathématiques complémentaires. Donc vraiment le schéma classique. Et c'est vraiment ce que je recommanderais en fait à n'importe quel étudiant qui veut faire des études de médecine. Après, dans tous les cas, je pense que en première année, il y a tellement un gap à franchir que peu importe, même si on prend d'autres matières, à partir du moment où ça reste des matières scientifiques, et l'important c'est aussi d'avoir des matières qui nous intéressent en terminale, faut pas se gâcher la vie à prendre de la SVT si ça nous passionne pas au lycée. Donc c'est pas un drame si on n'a pas SVT par exemple en terminale, quoi. Par contre, les matières scientifiques, oui. Matière scientifique quand même de façon générale, mais c'est surtout parce que ça permet de garder un pied dans l'univers scientifique en fait, je trouve. Je trouve que c'est difficile de... la première année, ça reste quand même axé scientifique. On est dans des études scientifiques et ça reste très difficile, je pense, de se remettre dans un bain scientifique quand ça fait des années qu'on fait de la littérature. D'accord. Notamment parce qu'on n'a pas du tout de rédaction. En première année de médecine, on n'a que des QCM, donc ça peut faire bizarre si on est habitué à rédiger énormément, d'avoir cet esprit synthétique-là. Ouais, c'est pas du droit, quoi. C'est ça. Mais donc toi, tu dirais que c'est juste pour entraîner ton cerveau, mais c'est pas pour acquérir des connaissances qui vont nous faire gagner un peu de temps pendant le semestre. C'est vrai que, par exemple, en SVT, on voit des notions qui vont être abordées en première année, mais disons que les notions qu'on voit en SVT, en un an, ça correspond à un chapitre de première année. Ah oui, donc, ok, on est moins perdu. Ça donne une sensation de nom qu'on connaît. Enfin, par exemple, ok, on sait à peu près ce que c'est qu'un neurone. Mais bon, on se retrouve en première année avec un cours de 50 pages sur le neurone. Dans tous les cas, le cours de SVT de terminale, il va pas suffire. Après, la physique, par contre, ça peut être utile. Moi, j'avais la mineure scientifique en première année. Donc, c'était essentiel de garder la physique en terminale. Et après, au deuxième semestre, on a la biophysique qui s'appuie beaucoup sur des notions de physique. Donc la physique, c'est quand même très important. Et les maths ? Les maths, moi j'avais maths complémentaires, ça m'a largement suffi et c'est pas grave si on les a pas parce que y a pas de notion de mathématiques compliquées ou alors les mathématiques qu'on fait c'est de la biostat et des probabilités. Donc c'est tout nouveau et on n'a pas trop besoin de connaissances passées, quoi. D'accord. Et à quel moment tu as voulu faire médecine ? Alors, moi j'ai commencé à avoir vraiment une idée précise au collège. J'ai eu la chance de faire mon stage de 3e à l'hôpital. À l'Institut Gustave Roussy, précisément. Donc spécialisé en cancérologie. En cancéro, ouais. Ce qui est rare et je suis sortie de cette semaine-là à me dire mais je veux jamais quitter l'hôpital. J'aime cet environnement, l'émulation. Enfin, je sais que je voulais un métier en contact avec les gens où je vois de l'humanité tous les jours et donc c'est ça qui me donnait vraiment envie en fait. Et comment tu l'as eu ton stage ? Alors, t'avais des... Il y avait ma tante qui était chercheuse à l'Institut Gustave Roussy en psychologie et du coup qui avait des contacts d'externes sur place, d'internes, que j'ai pu suivre. Donc j'ai vu un peu tous les services. Donc quand t'es sortie de là, tu t'es dit c'est ça que je veux faire. C'est ça, voilà, exactement. Et après, moi j'ai une mère sage-femme, donc j'ai quand même été éduquée avec une sensibilité à l'humain. Il y a une façon de parler des choses, une façon de parler des gens, des maladies j'ai été éduquée à ça en fait, donc je m'imaginais pas faire un métier où j'étais pas en contact de l'intimité des gens en fait.
D'accord, je comprends. Et t'étais plutôt une élève sérieuse qui travaillait beaucoup et bien? Moi, c'était plutôt mon profil. Je savais que ça me dérangeait pas d'avoir des études où je fournirais une grande quantité de travail et enfin voilà, j'étais l'élève un peu typique qui fait bien tous ses devoirs, qui rend jamais rien en retard, qui est toujours à l'heure. Voilà. Après, je faisais pas forcément plus que ce qui était demandé, mais oui, j'étais le. T'étais où au lycée? Moi, je viens de banlieue parisienne, donc j'étais à Pontoise. Dans un lycée privé. À la base, j'aime pas du tout les écoles privées, mais je me suis retrouvée là-dedans. Donc voilà, j'étais habituée à une certaine rigueur de travail. Après, moi, j'ai eu l'avantage, en fait, de faire ma terminale en distanciel, en semi-distanciel. Et je pense que c'est un avantage pour la médecine. Parce que ça m'a préparée, dès mon année de terminale, à travailler par moi-même, à avoir mon propre rythme. Et à m'écouter moi-même sur mes rythmes à avoir, sur ma façon de travailler. Et je pense que ça m'a aidé à démarrer plus rapidement en première année après, quoi. Oui, parce qu'au lycée, on est un peu couvé. On a des devoirs, on sait ce qu'on doit faire à quel moment, et à la fac, Oui. c'est fini tout ça. Mais c'est ça, moi j'en avais marre un peu au lycée. J'étais très bonne élève, mais j'en avais marre qu'on me dise quoi faire à quel moment et dans quel ordre. Je partais du principe que j'étais bonne élève, mais que j'étais capable de faire mon propre programme. Et ça, en médecine, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut travailler comme on veut et on n'a rien à rendre, quoi. Et donc sur Parcoursup, tu remplis que des choix de passe et médecine, ou tu as d'autres choix? Moi, j'avais mis que des choix de médecine, de passe. Quelques LAS, mais enfin voilà, c'était vraiment des seconds choix. Et une licence de sciences à la fac du coin pour assurer mes arrières, parce qu'il faut toujours un choix un peu sûr. Donc oui, moi j'étais quand même très focus médecine. Et est-ce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'à l'époque, la LAS, c'était pas très connu, donc vous étiez un peu dans le flou, enfin tout le monde était dans le flou. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu plus de recul, tu pourrais conseiller une passe ou une LAS, ou tu aurais forcément fait une passe? Moi, ce qui se portait le plus à mon profil, c'était une passe, parce que je pense quand même que si on est décidé à faire médecine et que c'est une certitude, vaut mieux faire directement une passe en fait. Après, là, je trouve que c'est très bien si on se cherche encore, si on n'a pas de certitude, il y a d'autres voies qui nous intéressent et on veut pas se fermer de porte. Parce que, enfin, la médecine, c'est très très bien, mais c'est vrai que on se focus dans un seul truc. Et la première année de médecine, on n'a pas le temps de se poser des questions de est-ce que c'est ça que je veux vraiment, quoi. Donc, si on se pose la moindre question, vaut mieux aller en LAS et prendre le temps de mûrir son projet, quoi. Je comprends. Ok. Et donc, tu as choisi quels hôpitaux? Enfin, quelle fac? Moi, du coup, dans mes deux premiers choix, c'était les facs parisiennes intramuros. Donc, Oui, je suis désolé pour ceux qui habitent pas à Paris, mais c'est vrai que vu que oui. j'habite pas à Paris, j'interviewe très très peu d'étudiants d'autres facs, mais c'est promis, un jour je le ferai, je me déplacerai dans toute la France. Mais là, on est vraiment Paris, et vraiment désolé. Désolé pour cette petite aparté. Mais ce que j'avais regardé, ce qui peut être intéressant de regarder, c'était les classements aux ECN, donc au concours de 6e année des facs, parce qu'en fait, c'est super important, parce que donc, pour ceux qui savent pas, l'externat, il se fait dans sa fac, mais à la 6e année, on fait un concours des ECN qui va nous donner notre spécialité, en fait. Et ce concours, il est national, donc c'est super important d'avoir une fac qui a quand même des bons résultats, parce que c'est là qu'on choisit si on est dermato ou cardiologue, ça n'a rien à voir, quoi. Et notre localisation de métier aussi. Donc moi, j'avais regardé ces classements-là. C'est pour ça qu'à côté de chez moi, c'était les deux facs Université Paris-Cité ou Université Sorbonne. J'avais été prise aux deux, pas directement, j'étais sur liste d'attente. Mais après, j'avais été prise aux deux dans les jours qui suivaient assez rapidement. Et j'ai préféré, moi, Sorbonne parce que on m'avait dit qu'Université Paris-Cité, il y avait beaucoup de physique. Et que moi, et la physique, c'était pas... Voilà, j'en avais eu assez au lycée, quoi. Donc Sorbonne, on me disait qu'il y avait un peu plus de par cœur, mais que c'était assez équilibré. Donc je trouvais que ça collait bien à ce que je voulais, quoi. Et donc voilà, donc tu as été prise à la Sorbonne. C'est ça. Et à ce moment-là, tu savais si tu allais prendre une prépa, pas une prépa? J'en avais aucune idée. J'avais même aucune idée qu'il y avait besoin d'une prépa avant le mois de février, je crois. Et là, j'ai parlé à une première année au téléphone pour savoir un peu son expérience, comment ça se passait, la vie de première année. Parce qu'on a du mal à se représenter, en fait, le quotidien. Et elle m'a dit qu'elle avait une prépa et que c'était hors de question de réussir sa première année sans prépa. Donc, en panique, moi, je m'inscris à la prépa qu'elle m'avait dit. J'ai suivi ses conseils, voilà, grosse prépa, tout ça. Du coup, oui, je me suis inscrite à peu près ça devait être au mois de mars, quoi. Au mois de mars. Donc, tu n'avais pas encore les résultats de Parcoursup? Non.
Non, ok. Une fois que tu les as eus, c'est bon, tu as validé l'inscription et c'était parti. Voilà, c'est ça. Tu as commencé à travailler pendant les vacances d'été ou pas? J'ai fait une pré-rentrée. Donc Ouais. à partir du... Mais avant, Mais avant, non. soleil. Avant, voilà, c'est ça. Et de toute manière, je pense que c'est pas productif de travailler avant. Parce que travailler par soi-même, c'est quasiment impossible. On n'a pas la motivation. On va juste se plomber l'esprit parce qu'on va se dire qu'il faut qu'on travaille et qu'au final, on n'est pas efficace. Alors que, voilà, vaut mieux vraiment se reposer, prendre des forces et se préparer moralement, quoi. C'est sûr. Donc la pré-rentrée. Donc qu'est-ce que tu as appris pendant cette pré-rentrée? Comment ça s'est déroulé? Donc moi, j'avais une prépa pour cette pré-rentrée. On était encore assez cadré par rapport au reste de l'année, je veux dire. C'est-à-dire qu'on avait quand même cours tous les après-midi, donc tous les après-midi en présentiel. Ce qui a permis dès le début de ne pas se poser de questions. On avait un rythme de travail en fait. Donc dès le premier jour, tous les jours on va en cours, donc tous les jours faut travailler les cours pour le lendemain. Et après du coup comme ça le reste de l'année où on est en autonomie, en fait la transition s'est faite naturellement parce que je me posais pas de questions de est-ce que je travaillais ou pas. C'était évident en fait. Donc ça m'a permis de me mettre dans le bain plus qu'autre chose, quoi. Donc ça t'a donné le rythme. Est-ce que ça t'a donné aussi une méthode d'apprentissage ou d'organisation? D'organisation peut-être parce que je travaille quand même beaucoup moins. Enfin, du coup j'avais cours en présentiel l'après-midi avec la prépa. Je travaillais 4 heures le matin, mais je travaillais pas plus, quoi. Et du coup ça m'a permis de me dire, de me fixer des pauses obligatoires. Parce que du coup, là, à ce moment de pré-rentrée, j'avais le temps, par exemple, de prendre 1 heure pour déjeuner tous les midis. Et en fait, du coup, ça m'a permis cette heure-là de vraiment la graver et de me dire, ça, c'est mes pauses minimum. Donc, je sais que je vais augmenter en travail dans l'année. Mais par exemple, cette pause de l'heure du midi, elle est essentielle et il faut pas la sauter. L'heure du dîner, c'est pareil. Donc, en fait, ça m'a permis de poser les bases de ce dont j'avais besoin. Et comme ça, toute l'année, j'ai pas dépassé là-dessus. Je prenais au moins 1 heure pour manger le midi, 1 heure le soir. Je dormais bien mes 8 heures. Donc, de garder en tête les essentiels, quoi. D'accord. C'était calé dès le début. Oui, c'est impossible de les modifier. Voilà, il n'y a pas moyen. Est-ce que tu travaillais de chez toi, de chez tes parents ou... Alors, moi, je logeais en foyer étudiant à Paris. C'est vraiment le meilleur compromis que j'ai pu trouver parce que du coup, j'ai un logement, mais... j'ai ma chambre et donc c'est un bâtiment où plein d'autres étudiants ont leur chambre et tous les soirs j'avais la cantine avec eux. Donc tous les soirs j'avais des amis, je parlais pas de médecine parce qu'ils faisaient n'importe quelle étude, super différente que moi. C'était où le foyer? Ça s'appelle le foyer de Charonne, donc c'est pas loin de Nation. D'accord. Et c'était vraiment idéal pour moi parce que j'avais pas envie de travailler chez mes parents. J'aurais pas eu un rythme de vie qui se prêtait à la première année de médecine. En plus, j'étais sur place, donc je pouvais quand même aller à la bibliothèque avec mes amis médecine. Mais j'étais pas encore seule, parce que je trouve que vivre seule dans un appartement pour sa première année de médecine, je pense que ça doit être très très violent moralement, parce que c'est une année très solitaire, l'air de rien. Donc je sais pas si j'aurais tenu d'être la solitude totale, quoi. Ouais, là t'étais entouré de... Ouais, il y avait de la vie autour de toi, même si t'en profitais pas tout le temps. C'est ça, exactement. On va commencer à parler un peu de ton organisation, de ton planning, et on va se dire qu'on est fin septembre, début octobre. Oui. Donc, tu as déjà bien commencé tout ça. C'est quoi une semaine type? Est-ce que tu allais par exemple en cours, ou tu faisais tout, t'écoutais les cours sur le Moodle, ou juste sur les fiches? Dis-nous un petit peu plus. Alors, moi, je n'allais pas du tout en cours. Pas du tout au Moodle. Ou alors vraiment, s'il y avait une notion que je comprenais pas, je regardais les 5 minutes dont j'avais besoin, mais vraiment, je regardais pas les cours. Moi, je travaillais exclusivement par écrit en surlignant. Je surlignais tous mes cours, je me plongeais dedans très rapidement. Au niveau d'une journée type, moi, je suis une personne du matin. Mais encore une fois, il faut s'écouter. C'est pas parce que tout le monde dit que chacun se lève plus tôt les uns les autres qu'il faut le faire. Moi, je sais que j'étais productive dès 6 heures du matin. Ah oui. Donc, à 6 heures, j'étais à mon bureau. Tu te réveillais à quelle heure? Je me réveillais genre à 5h50. Ok. À 6 heures, j'étais à mon bureau. Je travaillais, je pense, 3 heures jusqu'à 9 heures. Donc le matin, je faisais souvent les nouvelles notions. Celles qui sont stimulantes, parce que voilà, c'est de la nouveauté, mais qu'on n'a pas encore besoin de savoir par cœur totalement. Donc je faisais à peu près 3 heures. Après, j'avais, je dirais, peut-être 45 minutes de douche, petit déjeuner, quoi. Et après, je travaillais jusqu'au déjeuner. Là, donc plus les matières à par cœur. Vraiment, ce qu'il faut... les cours surtout qu'il faut vraiment ancrer dans sa mémoire. Donc quand c'est peut-être la 2e, 3e lecture, quoi. D'accord. Et après, je prenais 1 heure pour déjeuner.
L'après-midi, c'était des cours en boucle, hein, les cours du programme. Le soir, quand je fatigue, des annales ou des exercices, un maximum. Et Tu je faisais une m'arrête. pause l'après-midi ou pas? Ça dépend du moment du semestre. Au début du semestre, je faisais une pause, genre un goûter pendant une demi-heure. À la fin du semestre, cette pause a souvent sauté pour cause de D'accord. retard. D'accord, ok. Mais après, moi, je m'arrêtais de travailler assez tôt. C'est-à-dire qu'à Alors, qu'est-ce que 19h, souvent, je m'arrêtais de travailler, quoi. Ah oui, donc à 19h, ton après-midi se termine, tu vas manger pendant 1 heure, Ouais. et ensuite tu fais des annales. Je retravaillais même pas après. Ah, donc tes annales, c'est en fin de... C'est en fin d'après-midi. Faut dire quand même que tu te levais pas mal tôt quand même. C'est ça, je me levais tôt. Mais en fait, moi, j'ai essayé de travailler après dîner, parce que toutes mes amies disaient qu'elles travaillaient après dîner jusqu'à 23h, minuit. Mais oui, On se levait pas à 6... Enfin, tu commençais pas à 6 oui, heures. mais en première année, on peut pas s'empêcher de se comparer au rythme des autres. Ouais. On est dans le stress constant, quoi. Donc, on se compare. Et donc, j'ai essayé, sauf qu'en fait, à chaque fois, j'étais déprimée. Je me couchais déprimée. Alors que faire une vraie pause le soir et voilà, de savoir qu'après, je me faisais une série, je mangeais mon dîner tranquille, ça me faisait un vrai moment à moi, quoi. Comment tu t'organisais plus concrètement? C'est-à-dire le matin, tu faisais exactement quel cours, en fin de matinée, quel cours? Est-ce que c'était via une méthode DJ et tu faisais un semainier? C'était une fois par semaine, tu réattribuais tous tes cours, tu remplissais tes cases. Comment ça se passait concrètement? Alors, moi, j'avais fait vraiment un gros fichier Excel où je suivais un peu quand même le planning des cours de la fac. Donc, si on était lundi et qu'à la fac, ils avaient prévu de voir un cours d'anatomie et un cours de biologie cellulaire, et aujourd'hui, ce serait le premier jour où je verrais ces deux cours-là. Actualisation ou pas? Tu t'y allais? Oui, actualisation ou pas, j'y allais. Parce que les cours changent quand même très peu. Et les actualisations, ça change sur des détails. Donc, que vous compreniez bien, si vous n'êtes pas encore familier à tout ça, c'est-à-dire que les prépas vous fournissent les fiches de l'année N-1, donc de l'année d'avant, et ils parient sur le fait que le cours ne change pas l'année suivante. Donc si vous apprenez par exemple un cours, je dis une bêtise, sur le noyau par cœur, et en fait le prof il a changé au dernier moment, et donc il fait un autre noyau, et ben en fait vous allez avoir appris plein de détails qui ne serviront pas par la suite, et vous devrez réapprendre le cours. Exactement. C'est ça. Mais bon, c'est assez rare mais bon, quand ça arrive, c'est de agaçant. Oui, je me suis retrouvée avec un cours supprimé qui n'a pas eu lieu au final. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. J'étais ravie, mais au final, ça arrive très peu de fois. Et cette méthode-là, elle m'a permis de minimiser le retard, en fait. Oui, ça c'est sûr. J'ai eu très peu de retard quand même au cours du semestre. Donc tu te basais sur le planning de la fac et pas de la prépa, d'actualisation de la prépa. Ok. Donc ça te donnait le J0. C'est ça me donnait le J0. Après, je revoyais constamment... Donc voilà, le J0, c'était vraiment une lecture entière de la fiche, mais où je m'autorisais à ne pas connaître la fiche en détail, quoi. Ok. Donc une fiche, c'est 2-3 heures de lecture active, quoi. C'est ça, environ. Il va y avoir des fiches qui vont me prendre 1h30, d'autres 3, voire plus pour vraiment l'anatomie, les membres supérieurs. Ça, je crois que ça m'a pris, je pense, 6 heures. Non, mais c'est des gros chapitres. Mais c'est des énormes chapitres. En fait, c'est ça devrait être divisé en 3, 4, 5 cours. Voilà, finalement. C'est ça. Donc, lecture active, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu lis, tu essaies de le répéter dans ta tête, de visualiser, de bien comprendre? Lecture active, moi, je surlignais énormément. Même si moi j'étais nulle en code couleur, donc ça me prenait plus de temps de faire un code couleur qu'autre chose. Donc en fait j'avais pas de code couleur. J'y allais sur les couleurs qui me faisaient plaisir ce jour-là. Mais en fait c'était l'action de surligner qui me gardait active. Et même après quand je relisais, peu importe la couleur, ça me gardait éveillée en fait à chaque nouvelle phrase. Donc voilà, c'est pas grave si on n'a pas un code couleur détaillé. Non mais c'est marrant parce qu'on entend partout, faut pas surligner, ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Oui. Je sais pas si tu l'avais entendu ça aussi. Oui, je l'avais entendu. Mais c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas perdu de temps à faire un code couleur parce que je pense que pour moi, ça m'aurait pas aidé le code couleur. Donc n'écoutez pas forcément ce qui marche, on va dire, pour la majorité des personnes. Si vous, en fait, ça va peut-être surligner, ça sert à rien, mais en fait surligner, ça sert à pas s'endormir et puis à être d'être actif. J'imagine tu devais en surlignant, il y avait quelque chose qui se passait dans ta tête, quoi. Du coup, on doit tout le temps faire l'effort de quel mot est important dans cette phrase. C'est ça. Et en fait, oui, ça nous garde éveillés, ça nous permet d'être efficace beaucoup plus sur ces cours, quoi.
Donc ça, c'était vraiment ça à la première lecture. Je faisais des sommaires aussi, parce que les fiches sont vraiment énormes et on n'a pas forcément de visibilité complète du cours. Enfin, on a l'impression que tout s'enchaîne sans faire la différence. Donc ça m'aidait de dire, ok, alors telle page, par exemple sur le noyau, telle page on va parler des ARN, telle page on va parler de la membrane. Enfin, voilà. Donc ça m'aidait aussi à structurer ma pensée et à avoir une vision globale. Après, je faisais toujours le lendemain, je revoyais la fiche. Donc J1. Voilà. Ça, c'était la pire lecture à chaque fois parce que voilà, on l'a déjà vu une fois dans sa globalité, on a déjà surligné, maintenant faut l'apprendre. Donc ça, c'est celle qui me prenait le plus de temps, celle où j'avais besoin de parler aussi des fois, de me répéter les listes en boucle, de me faire des moyens mémotechniques. Les moyens mémotechniques, ça marche très bien si on se les répète souvent. Ça marche pas si on les voit juste quand on voit la fiche, quoi. Faut de temps en temps se faire une demi-heure moyen mémotechnique où on essaye de se rappeler de tous nos moyens mémotechniques possibles, quoi. Donc la deuxième lecture était toujours beaucoup plus compliquée. Et après, j'essayais de les revoir en fin de semaine. Le week-end, j'essayais de me refaire un peu... On peut dire que c'est une sorte de J5 Oui, c'est ça. Un petit J5. C'est ça. C'est un peu une méthode DJ modifiée, habituée à son planning. Mais par exemple, si le J1, il tombe le jeudi, en fin de semaine, c'est la semaine d'après ou comment ça se passe ? Je la revoyais le dimanche plutôt. D'accord. En fin de journée. Alors que celles que j'avais vues le lundi, je les voyais le samedi matin. Ok. C'est ça. Ok. Parce que après, à la Sorbonne, on n'avait pas de cours le vendredi. Oui, donc en fait, les cours, ils sont concentrés sur 4 jours. Donc au final, on a 3 jours pour revoir ce qu'on a vu sur 4 jours. Ce qui est pas mal. Voilà, c'est ça, c'est sympa. Ok. Et du coup, sur mon tableau Excel que je faisais, où je faisais vraiment la liste des chapitres, je notais combien de fois j'avais vu chaque chapitre, quelle était la date à laquelle je l'avais vu la dernière fois, et si j'avais besoin d'une note, j'écrivais aussi cours à revoir si je savais que cette notion, je la maîtrisais pas, ou alors je connais plus. Donc après, je pouvais adapter. S'il y avait un cours que j'avais pas vu depuis 4 semaines, alors que tous les cours, je les avais vus plein de fois, je savais que c'était celui-là qu'il fallait que je fasse en priorité. D'accord. Et après, genre quand tu le revois encore une troisième, une quatrième fois, ça change encore ? C'est de la lecture active, donc voilà, la troisième fois, j'essaye encore. Enfin, la troisième fois, on mémorise encore, hein, on n'a pas encore toutes les notions. La quatrième fois, déjà, ça commence à être plus simple. Donc là, on essaye... Ce que j'essayais de faire, c'était dans ma tête, avant de tourner la page, j'essayais de me souvenir de la notion qui allait venir après. Donc, pour avoir un principe de mémoire active. Donc ça c'était pas mal. Et après, je pense qu'à partir de la quatrième lecture, je faisais des QCM aussi. Ah, donc ça arrive qu'à la quatrième. J'allais te poser la question. Et donc ça, c'est les QCM de la prépa ? Oui, ou les QCM des annales, en fait. Il y avait... Donc tu commençais les annales, finalement Oui, mais je pense que j'en faisais pas assez, moi, des annales. Ok. C'est-à-dire que du coup, j'avais tendance à en faire un peu trop... Voilà, je termine un chapitre, je vais me faire 2-3 questions sur le chapitre et je passe à autre chose. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Les annales, faut vraiment prendre un créneau dans sa journée et s'en faire plein, même si c'est fatigant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent, par exemple, moi je faisais je prenais la banque des QCM tutorat ou même de la prépa, genre je faisais 10 QCM avant de rattaquer le cours, comme ça je voyais si j'avais bien assimilé et paf, et après je sais quelle partie du cours fallait que je vois. Il y en avait pas mal qui faisaient ça et je pense que c'est une très bonne technique. Moi j'ai essayé de le faire et en fait j'avais jamais les bonnes réponses, donc ça me déprimait. Ça me déprimait avant de revoir les cours parce que du coup je voyais le cours et je me disais mais de toute manière je le connais pas, j'ai rien compris, il faut que je recommence à zéro. Donc moi c'était totalement faussé, je les faisais juste après avoir vu le cours. Et du coup t'avais des bonnes notes. Et du coup j'avais des bonnes notes. Bien. Mais ça me permettait aussi d'ancrer ce que je venais de voir. Oui. Enfin, il y avait un vrai truc je fais la question et ah oui, je me souviens, ça je l'ai vu à tel moment, ça, et donc je pense que ça fait des ponts, des liens, c'est ça. Permet de je pense que ça me permettait vraiment de connecter des trucs. T'as répondu un peu en partie. À part quand tu dis le matin pendant 3 heures, tu fais les nouvelles notions. Donc les nouvelles notions, c'est ce que j'appellerais les J0. Oui. Ok. Et ensuite, ça se décale soit en fin de matinée, soit dans l'après-midi, avec plutôt en fin d'après-midi des annales ou d'autres choses. Ok. Mais comment tu répartis de manière concrète ? Est-ce que tu as un moment dans la semaine où tu fais ton planning ? Comment ça se passe ? Alors, moi, je faisais mon planning en fin de semaine à chaque fois. Donc le dimanche pour la semaine qui arrivait. Ok.
Et je structurais mon planning souvent par créneau de 2 à 3 heures. Souvent, c'est ce que je faisais. Et c'était plutôt des créneaux de matière, plus que de chapitres. D'accord. Donc, par exemple, je sais que de 14h à 17h, je vais me faire 3 heures d'anatomie. Donc, c'est un exemple, hein, mais je le structurais beaucoup plus par matière parce que ça me permettait d'avancer un maximum sans pour autant me mettre une pression. Parce que si je structurais par chapitre, j'avais tendance à dire bon, allez, ce cours-là, j'ai envie de le voir vite, comme ça, j'en ai fini de l'anatomie. Sauf qu'en fait, l'anatomie, il faut l'avoir autant que toutes les autres matières, même si ça nous embête, quoi. Ok. Donc comme ça, je savais que dans tous les cas, j'étais bloquée pendant 3 heures sur l'anatomie, donc autant la faire bien et ne pas la bâcler. Et j'étais obligée d'en faire pendant 3 heures, quoi. D'accord, ok. Et c'est un semainier que tu tenais ou c'était sur ordinateur, sur ton tableau Excel Moi, c'était arrangé? sur un tableau Excel, ouais. Ok. Mais Donc, tu es une reine du tableau Excel finalement. ouais, je suis toujours pas une pro, hein, mais Ouais. j'écrivais dans les bonnes cases. Tu pourras me partager un screenshot ou quoi que je puisse mettre Il en doit m'en exemple? rester. Oui, il doit m'en rester. Ouais, trop Je bien. vais voir, pas de souci. Moi, ça m'intéresse, puis ça peut inspirer un peu les Ouais, bien étudiants. sûr. Ok. Et ça, tu tenais ça du lundi au dimanche, tes Oui. journées de 9 heures? C'est ça. Ok. C'est-à-dire, genre le samedi et le dimanche, à part le moment un peu planning, un peu cool, t'avais pas de moment Voilà. de pause. Moi, j'étais très, très régulière là-dessus. Je faisais très peu de pauses. Après, de temps en temps, ça m'arrivait, du coup, comme j'étais en couple, de voir. Moi, c'était ma copine, de la voir des fois le samedi soir. Mais du Ouais. coup, comme je m'arrêtais de travailler dans tous les cas à 19h, c'était pas une pause supplémentaire, en fait. C'est pour ça aussi que je m'étais arrangée de pas travailler le soir. Comme ça ne me prenait pas de temps sur mes révisions déjà de base. D'accord. Donc, tu la voyais que le samedi soir. Ou alors sur ma pause déjeuner pendant la semaine. Ok. Donc, comme j'avais 1 heure à chaque fois le midi, je me forçais à prendre 1 heure. Des fois, j'avais ma copine ou mes amis. Des fois, j'avais des amis qui venaient, qui m'emmenaient au resto pendant 1 heure. Donc voilà, je Ouais, c'est trop repartais. cool. J'avais 1 heure de créneau et je m'enfuyais. À minuit pile, on s'enfuit, quoi. Donc moi, j'étais une personne Cendrillon. très, très chronométrée. Très à l'heure, comme ça me permettait de me structurer. Mais du coup, non, j'adaptais pas mes... Est-ce que quand tu étais au lycée, t'avais tu pratiquais un sport, tu avais une passion, la musique ou autre, que tu as totalement arrêté pendant la P1? J'ai tout arrêté pendant la P1. Donc forcément, C'était quoi? Qu'est-ce que tu Alors, faisais? moi, je faisais beaucoup de théâtre. Ouais. Donc, que j'ai totalement arrêté pendant ma P1. Ça m'a manqué le côté éloquence, Ah, tu parler, t'es rattrapé mais après. oui, mais dans tous les cas, en fait, c'est une année où dans tous les cas, moi personnellement, je n'avais pas l'énergie de penser à quoi que ce soit d'autre. Enfin, à un point où ça devenait compliqué de faire la discussion avec ma famille, parce que en fait, j'étais trop fatiguée pour penser à autre chose que de la médecine. Donc, avec le recul, genre, si tu devais repasser ta P1, revenir en arrière, tu dirais pas, je m'accorde quand même ces 2 heures de théâtre? Non, je pense pas. En Parce plus, il y a du que texte à apprendre, c'est non? ça, Ah, il y a ouais. du texte. Et même si c'était un loisir, en fait, je pense que moi, ça m'aurait plus fatiguée qu'autre chose. Ok. Après, niveau activité physique, moi, ce que je faisais, c'est que quand j'allais à la bibliothèque ou quand j'allais à la prépa, j'y allais à vélo. Et D'accord. encore maintenant, je fais tous mes déplacements à vélo. Et du coup, ça me permettait d'avoir... donc moi, c'était 20 minutes pour y aller. J'avais de la chance parce que j'étais pas loin. Mais du coup, ça me permettait d'avoir 20 minutes à l'air libre, bon, à l'air pollué de Paris, mais quand même en extérieur, à pédaler, donc à bouger un peu. Et en fait, du coup, ça me donnait envie d'aller à la bibliothèque et d'aller à la BU, au moins parce que j'avais ce moment-là. Donc j'ai trouvé un équilibre avec ça. Comment tu décidais si tu restais dans ta chambre à bosser ou si tu allais à la BU? Souvent, j'avais la flemme d'y aller en plus à la BU. Mais moi, mes amis y allaient tous les jours. Donc déjà, ça me motivait de voir qu'elles se retrouvaient le midi, voilà. Donc pendant la période de révision, j'ai instauré que j'y allais 1 fois par semaine parce que ça me faisait du bien de faire du vélo, ça me faisait du bien de sortir de ma chambre et puis parce que ça donnait un rythme. Enfin moi, c'est ça, j'étais 9 heures tous les jours sans changement. Donc en fait, on devient fou à tourner entre les mêmes 4 murs sans aucune variation. Donc là, de changer de lieu, ça faisait du bien. Donc voilà, je crois que j'y allais 1 fois par semaine. C'est tout, t'avais pas envie genre de plus rigoler avec tes amis sur l'heure du midi ou... L'avantage, c'est que comme j'étais au foyer étudiant, T'avais plein d'amis. j'avais plein d'amis le soir.
Ouais. Donc ça m'a vraiment permis cet équilibre. Je pense que si j'étais seule en appartement, j'y serais allée beaucoup plus, c'est sûr même, parce Ouais. Oui, qu'on a t'avais... besoin de cet échange en fait. D'accord, ouais, c'était très précieux. Tu regrettes pas du tout d'avoir pris Ah cette non, chambre en ouais, foyer. ouais, oui, C'est oui. une chambre, on est d'accord, avec un espace C'est partagé? une chambre, donc chacun sa chambre, et il y a en plus, donc il y a la cantine, il y a des cuisines partagées, et il y a une salle de travail que j'ai beaucoup investi, cette salle de travail. C'était la pilier de cette salle. Exactement, voilà, c'est ça. Et oui, ça c'était vraiment très précieux d'avoir cette heure-là tous les soirs. C'était vraiment le moment de détente, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées au cours du semestre 1 dans ton organisation, dans ton planning, dans ta façon d'apprendre? Entre le semestre 1 et le semestre Ouais, même 2, n'importe, ou au cours du semestre. je pense que c'est surtout dans mon état d'esprit que j'ai changé, dans le sens où à la fin du semestre, je me posais plus de questions en fait. C'était pas à la pause, j'ai la flemme de m'y remettre, c'était plus, dans tous les cas, on est dedans, on est à fond. J'aurais dû changer ma façon de faire des annales. J'ai pas fait assez d'annales. Sauf que voilà, quand je m'en suis rendu compte, c'était un peu tard, donc. Pourtant, pendant la période de révision, c'est-à-dire une période de révision, c'est un moment où il n'y a plus du tout de cours, on est d'accord? Oui. C'est à peu près 3 semaines avant la C'est date, ça. enfin le jour J. Mm. À ce moment-là, tu faisais beaucoup d'annales quand même? J'avais l'impression d'en faire beaucoup parce que j'aimais pas en faire. Mais en fait, concrètement, j'avais des amis qui se faisaient des après-midi entières d'annales. Oui. Et oui, voilà, beaucoup de gens font ça et je pense que c'est très bien. Sauf que moi, j'aimais pas ça, donc je partais du principe que, voilà, en faire 1 heure en fin de journée. En fait, j'avais constamment peur de me dire, les annales, ça sert à rien. Et si c'est des nouvelles notions qui tombaient tout le temps. Donc, s'il me restait par exemple 2 heures, je me disais, 2 heures, ça vaut plus le coup de revoir un cours que de faire 2 heures d'annales. Ce qui est faux parce qu'en fait, même une matière où les annales ne sont pas forcément redondantes, c'est hyper important d'entraîner son cerveau à la formulation des annales. Oui, parce que des fois, on connaît très bien son cours et on est incapable de répondre au QCM. Et ça, c'est très frustrant. Donc toi, t'en faisais que 2-3 heures par jour pendant tes révisions. Oui, même moins que ça, je pense. Et tu les faisais sous format papier. Non, moi, elles étaient fournies par la prépa, donc sur PDF, sur mon ordinateur. Ouais, ah oui, Et c'est un papier numérique, quoi. c'est ça, c'est un papier Tu numérique. cochais pas, c'était pas interactif, quoi. Non, c'était Ok. pas interactif. T'as quand même eu le temps de faire 1 ou 2 tours des annales ou pas? Oui, alors des annales, non. Des annales, non, pas du tout. Les annales, en plus, j'étais très mal organisée. T'as fait des années 2008 à 2012 et t'as fait le temps pour le reste? En fait, j'ai eu tendance... Au début, j'ai commencé par les vieilles années. Et donc, en fait, j'ai dû faire... je pense que j'ai dû faire une fois chacune les annales entre 2021 et... Enfin, dans 2020 et 2015, j'ai dû les faire une fois, quoi. Ce qui n'est pas suffisant, parce qu'en fait, il faut les connaître beaucoup plus que ça. Par contre, des tours de programme, du coup, je me disais que j'avais beaucoup de temps pour faire des tours de programme, parce que ça, je pense que j'ai eu le temps de faire au moins 3 vrais tours de programme pendant ma période de révision. Donc ça, c'était vraiment précieux. Ah oui, c'est super, ok. Et donc pendant la période de révision, on est d'accord, tu faisais tes journées de 9 heures à peu près de travail comme avant. C'est ça, j'ai très peu changé mon rythme parce que je m'y étais mis très tôt. Sauf pour le 2e semestre, où là, j'ai mis plus un coup d'accélérateur. Mais à la Sorbonne, en tout cas, le 2e semestre est assez différent du premier parce qu'on a beaucoup plus de matière à réflexion. Et du coup, je trouve que c'est plus facile de faire des grosses horaires. Donc, par exemple, le soir, c'est plus facile d'aller travailler, de faire des exercices de maths. C'est des exercices, donc on est actif, que d'apprendre par cœur tous les muscles du bras, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, je comprends. Ok. Donc on va arriver bientôt au semestre 2, mais donc on va faire un petit saut dans le temps et on va se placer à la veille du concours. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Évidemment, comment l'oublier? Parce que je ne sais pas du tout à quel moment cet épisode va être publié. Est-ce que je vais attendre que vous soyez, que vous ayez vos résultats du S2 pour vous préparer pour les oraux et vous motiver, ou si je vais publier avant? Et donc là, on est en période de Noël. Donc là, le S1 a été terminé dans de nombreuses facs. C'est ça. Donc la veille du concours du S1, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Première fois. Ouais. Je pense que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie, mais c'était beaucoup dans les jours avant. Et surtout, j'avais beaucoup de mal à me rendre compte que ça arrivait. L'impression aussi d'oublier tout. Enfin, vraiment, la panique la veille de se dire, mais en fait, j'ai rien mémorisé. Il y a rien qui est rentré dans ma tête. C'était 5 mois perdus.
surtout tellement l'impression que c'était irréel, parce que ce moment dont on parle tellement depuis le début de l'année, il est enfin là, que le matin, quand j'y suis allée, donc quand mon père m'a emmenée en voiture, j'étais plus du tout stressée. Mais comme passagère, enfin j'étais vraiment passagère de la voiture sans me rendre compte vraiment de où on allait. Mais c'était très très particulier comme ambiance. T'as pas pris la nuit à l'hôtel ? Alors j'étais dans un hôtel mais un peu plus loin. D'accord. Donc en fait il y avait quand même besoin de faire un peu de route. Donc la veille, est-ce que t'as travaillé ? La veille j'ai fait des annales. Ça, je me suis fait une journée complète annale, mais je savais que ce serait pas la journée la plus productive et c'est pas la veille qui va changer le résultat du concours dans tous les cas, quoi. Ça va, tu t'es pas fait des coups de flip en ratant des annales ? Non, ça a été étrangement parce que donc moi toute l'année je vivais au foyer étudiant et donc les 2 jours avant j'étais rentrée chez moi. Donc il y avait ce côté un peu avec mes parents qui me disaient bon allez t'y es presque. Je les voyais eux se préparer à l'ambiance de Noël et je me disais bon allez dans 2 jours je suis avec eux quoi. Donc c'était plus une excitation d'en avoir bientôt fini en fait. C'était plus ça. Et ensuite donc arrive donc le jour J, tu as dit que t'es passagère à côté de ton père dans la voiture. T'arrives, tu t'installes, il y a le stress de voir tout le monde, le fameux hangar. J'espère que c'était bien chauffé. Et c'était quoi ta technique ? Est-ce que tu as des petites recommandations autour de ce moment-là ? Alors déjà, arriver bien en avance, comme ça on a le temps de se concentrer sur soi, parce que ceux qui arrivent en panique, en courant et qui arrivent essoufflés devant la copie, je pense qu'il n'y a rien de pire. Je suis arrivée, bien sûr j'ai dit bonjour à mes amis, mais j'ai pas parlé pendant un quart d'heure avec elles. Je suis allée m'asseoir à ma table, on se met dans sa bulle, on souffle. Moi, je suis la pro des techniques d'ancrage. J'essayais de sentir, de me concentrer sur ma respiration, sur ce qui se passait autour de moi. Voilà. C'était vraiment d'être dans ma bulle à ce moment-là. Après, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a forcément une épreuve, enfin, ou plusieurs, où la panique, elle prend le dessus. Ça, c'est très, très difficile pour le moral. Moi, ça m'est arrivé pendant l'épreuve de physique, où en fait, j'ai été... Donc moi, c'était ma mineure, donc il fallait juste que j'ai 10 pour valider. Je m'étais beaucoup entraînée sur la physique. La physique est réputée comme être la matière que personne révise parce que c'est une perte de temps à réviser, parce que c'est trop dur dans tous les cas. Et moi, j'avais décidé de la réviser quand même, j'étais sûre d'y arriver. Et j'ouvre la copie et incapable de répondre à la moindre question. Et donc là, en fait, moi, au lycée, j'étais bonne élève. Les concours blancs, j'y arrivais quand même assez bien. Et là, en fait, je me retrouve pendant 45 minutes à mettre au hasard... il y avait 9 questions de physique à mettre au hasard aux 9 questions. Et là, on se dit, j'ai pas ma place ici, qu'est-ce que je fais là ? On regarde autour de soi, on se dit dans sa tête que tous les autres y arrivent. En vrai, tout le monde est en panique, mais quand on est tout seul face à sa copie, ça fait très peur. Et surtout, quand faut recommencer l'épreuve d'après, parce que la physique, c'était au milieu de journée. Donc, quand faut recommencer l'épreuve d'après et quand faut se dire que tout n'est pas fini et qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est très, très dur mentalement, quoi. Oui, c'est chaud. Et finalement, tu as eu combien en physique ? 5. En mettant tout au hasard. Donc, voilà. Elle va dire qu'elle a eu 15. Non. Non. Au deuxième semestre, j'ai eu 15 en physique. Du coup, t'as validé ta mineure. Voilà, c'est ça. J'ai validé ma mineure. J'ai pris ma revanche. Le stress. C'était très, très dur. Il est sympa, le prof. Oui, c'était sympa. Et tu cochais tes cases, t'écrivais sur un brouillon, t'écrivais sur l'énoncé. Comment tu faisais ? Oui, j'écrivais sur l'énoncé et sur le brouillon. Et souvent, quand j'arrivais à la fin de la feuille de QCM, je reportais sur la grille. Ouais. D'accord, ok. Donc après, c'est les vacances. C'est ça. Et oui. Les vacances, on touche pas à ces cahiers, vraiment. Non, je n'ai pas te demander si tu avais fait un stage de pré-rentrée de S2. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est des prépas qui font ça, qui proposent ça. Mais... Je pense pas à ma connaissance, en tout cas. Ouais. Il faudrait pas plus d'une journée ou deux, quoi. Ouais. Ok, donc arrive le S2. Alors comment ça se passe ? Parce que ça doit être très particulier. Vous êtes un peu, c'est un peu cotonneux, enfin je sais pas comment on dit. Oui. Mais le jour de la rentrée du S2, vous n'avez pas encore vos résultats, vous connaissez pas votre classement, vous avez pas forcément les fiches pour commencer les cours. C'est un peu le bazar, quoi. Comment tu t'es remise ? Tu t'es remise à fond direct, progressivement et rapidement, progressivement et lentement ? Moi, je me suis remise à fond, mais vraiment moi, j'étais très régulière. Enfin, c'était vraiment mon mot d'ordre, très machinal, hein,
comme façon de fonctionner. Donc, je m'y suis remise. Bon, forcément, j'étais pas à 9 heures par jour parce qu'il y avait pas la matière à être à 9 heures par jour. Mais du coup, j'essayais de m'avancer sur les matières qui me semblaient faciles et intéressantes pour vraiment garder l'intérêt en premier. Si je prends l'exemple de Sorbonne, j'ai commencé en m'avançant sur la physiologie, qui est vraiment la matière la plus médicale qu'on ait, je pense. Et donc, ça fait du bien parce qu'au S2, les matières sont plus médicales qu'au S1. On peut s'avancer dessus, c'est abordable à faire soi-même. Et donc, ça m'a permis de me mettre dedans avec un bon rythme. Ah, trop bien. Surtout qu'il y a des matières que on n'est pas capable de travailler sans que les TD aient commencé ou sans que les prépas aient commencé. Je pense à la biophysique et à la biostatistique. C'est pas possible à faire juste avec des cours de la biostatistique, quoi. Que la physio, oui, c'est de la compréhension du corps, des mécanismes de régulation, tout ça. C'est plutôt sympa. C'est ça, exactement. Et enfin, vous touchez du doigt à des trucs, entre guillemets, concrets. C'est ça, voilà. Oui, puis il y a la partie cours. C'est illustré par avec des maladies, souvent, non, en fin de cours, à chaque fois. La physiologie, c'est beaucoup c'est beaucoup de boucles de régulation dans le corps, en fait. Ah oui. Donc, c'est très, très concret. C'est très... les battements du cœur augmentent. Enfin, on fait du sport, on augmente ses battements, son rythme cardiaque, on augmente sa fréquence cardiaque. Donc c'est assez imagé dans sa tête. En fait, on peut faire beaucoup de schémas. J'ai fait beaucoup de schémas. Ça aide à illustrer sa pensée et ça fait du bien, quoi. Ok, donc après tu t'es remise petit à petit, dès qu'il y avait de la matière à te remettre à 9 heures par jour. Est-ce que tu as commencé les annales plus tôt pour le S2, comme tu disais ? J'ai commencé plus tôt, oui, et notamment en anatomie. Ça m'a énormément aidé et donné confiance en moi parce qu'en fait, ce qui me déprimait au S1, c'était que je faisais les questions et que j'avais plein d'erreurs. Sauf qu'en fait, les annales, on les fait 2 fois, on les fait 3 fois et très vite, on a tout juste. Parce que c'est toujours les mêmes questions. Donc, ça permet d'avoir confiance en ses capacités et ça, c'est sympa, quoi. Ouais, puis en anat à la Sorbonne, je crois que c'est primordial, les annales. Oui. Pour l'anatomie. Oui, c'est ça. Ok, donc on va donner directement le résultat du deuxième semestre. T'es arrivé 166e, mais avant, donc, t'étais admise pour les oraux. Malheureusement, donc, t'as raté le quart qui t'aurait évité de passer ça, et d'être en vacances directes. C'est ça. Donc ça, c'était pour les 150 premiers, et après, on passait les oraux, tous ceux qui avaient validé leur mineur. Oui. Donc vous étiez à peu près 450. Environ. Ouais. Et donc ça, t'as majoré cette partie, donc tu vas nous en dire plus. Mais avant, je voudrais un mot sur comment ça s'est passé donc avec en couple, avec ton couple, comment vous avez géré cette année-là. Surtout que elle faisait probablement pas médecine. Non. Donc avec une vie, plus de liberté, plus peut-être d'incompréhension, tout ça, ou de voilà. Enfin, je trouve ça intéressant parce qu'il y en a quand même, il y en a un petit peu qui sont en couple et je pense que c'est des grosses questions qui se posent. Oui. Ça, j'ai une filleule et on en a beaucoup discuté ensemble parce qu'elle est aussi en couple. Et je pense que moi, elle a été très forte d'être très patiente avec moi, en fait, parce que je lui avais annoncé dès le début que j'aurais pas le temps et l'énergie d'avoir une vie de couple, quoi, enfin d'être présente aussi bien physiquement que mentalement, parce que mentalement les discussions étaient pas les mêmes. Enfin voilà, j'étais crevée tout le temps, j'avais pas de sujet de conversation autre que médecine, donc c'est quand même difficile pour une vie de couple. Après, il y a eu quand même beaucoup d'avantages parce que j'avais tout le temps quelqu'un à qui parler quand j'allais pas bien. J'étais sûre d'être soutenue, ça donnait confiance en soi. Je sais que j'ai plein d'amis qui ont énormément perdu confiance en elles, en fait, pendant la première année de médecine, qui se sont remises en question sur qui elles étaient. Enfin, voilà. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais aussi peut-être parce que j'avais ce pilier-là qui me réaffirmait que j'avais une vie autre que médecine. Enfin, que ma vie ne se résume pas au concours. Et c'est bien de garder ça en tête quand on est en première année de médecine parce qu'on a tendance à l'oublier, en fait. Même moi qui ai commencé en disant oui, moi... j'ai conscience que ma vie ne se résume pas à médecine et que je serais heureuse dans plein d'autres domaines. Et en fait, on passe tellement une année à être à fond qu'on a tendance à l'oublier. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous rappelle qu'il y a autre chose que médecine dans la vie. Et... Il y a eu des moments de crise ? Forcément, c'est un peu difficile de pas être présent, de pas donner de son temps, Forcément, il y a des choses qui sont pas comprises des deux côtés. Donc c'est sûr que c'est difficile, c'est pas une chose à prendre à la légère. Et je pense que le plus important, c'est de dire dès le début
voilà, médecine, ça va être comme ça. Je vais travailler 10 heures par jour. J'aurai pas de pause à faire. Enfin, il faut que la personne soit au clair que pendant 1 an au moins, le concours passera avant tout. Ce qui veut aussi dire faire passer le concours avant son couple. Et ça, c'est difficile et ça peut causer, ça peut causer quelques froids parfois, bien sûr. D'accord, mais rien d'insurmontable et ça t'a pas entraîné dans des situations qui t'ont empêché de travailler pendant une semaine, par exemple? Moi, ça n'a pas été mon cas. Après, donc je connais une autre fille qui est en couple et où ça s'est posé la question pendant la période de révision de est-ce que j'arrête totalement de le voir pendant la période de révision ou est-ce que je continue mais du coup ça me déconcentre et je travaille moins, voilà. Donc en fait c'est vraiment à équilibrer selon les couples, ça dépend aussi de la distance à laquelle chacun vit, du rythme de vie de la personne en face. Enfin, moi je sais que on avait des rendez-vous en salle de travail, hein. Enfin, ça nous permettait de nous voir, on travaillait. Voilà, c'est vraiment ça, c'est les gens venaient me voir, enfin voilà. Elle prenait rendez-vous avec toi. Exactement, son voilà, créneau, c'est ça. et dès que ça sonnait, elle devait partir. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est beau. C'est très égoïste. C'est une année où il faut se permettre. Enfin, c'est égoïste. Non, c'est centré sur le concours, quoi. Ouais. C'est une année où on dit. Parce que même ta vie passe après, donc finalement. C'est ça en fait. Tout passe après, donc faut accepter ça. Bon, ouais. D'accord. Mais faut des forces. Enfin, mentalement, faut se convaincre à l'avance que ça va être comme ça, quoi. D'accord. Et vous avez tenu donc toute cette année-là. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Alors maintenant, on va passer à l'oral. Attention. Comment ça se passe à la Sorbonne? Quel type de sujet, enfin combien de sujets vous avez? Quel type de sujet c'est? Et puis j'aimerais vraiment que tu nous donnes ton sujet. Et je sais pas si tu t'en souviens parce que ça fait quand même quelques mois, mais si tu pouvais nous redire un peu les points clés de ce que tu as eu, comment tu t'es débrouillé, voilà. Alors, il faut savoir que moi, je suis la 2e année de l'oral et que pour mon année, ils avaient décidé de changer les épreuves. Donc, première année de la nouvelle épreuve de la Sorbonne. Donc, je sais pas si ce sera encore comme ça cette année, mais ça se passe en 2 parties. On a une partie qui est présentation du projet professionnel. Donc ça, on est devant 5 jurys. Un médecin, un pharmacien, un dentiste, une sage-femme, un kiné. On ne sait pas qui est qui dans le jury. On n'a pas de temps de préparation pour cette partie-là et on parle pendant, je crois que c'est 10-15 minutes, je sais plus exactement. Et en gros, là, on détaille un peu notre vie. Pourquoi est-ce qu'on veut faire médecine? Pourquoi est-ce qu'on ferait un bon médecin? Et à la fois, on montre que on est humain, on fait pas ça pour rien, on n'est pas là pour rien. Et en fait, alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils attendent vraiment... Enfin, ils cherchent un type de médecin, en fait. Ils cherchent des personnalités, entre guillemets. Et du coup, c'est ça qu'ils vont essayer de tester quand on passe. Forcément, ils testent notre éloquence, mais c'est pas une épreuve orale comme en école de commerce, par exemple, ou en droit. On n'est pas jugé sur nos beaux choix de mots, notre phrasé et notre théâtralité, entre guillemets, quoi. On est plus jugé sur nos émotions et ce qu'on fait ressentir. Est-ce qu'on est vrai, en fait, sur la sincérité qu'on communique au jury. Et donc ça, on a, je crois, 5 minutes de questions qui suivent. D'accord. Donc voilà, moi, enfin personnellement, ce que j'avais fait, c'était un peu le schéma classique où je raconte ma vie, en gros, ce qui a fait que j'ai choisi médecine aujourd'hui. J'avais fait une partie sur ce que ma première année de médecine m'a apporté, en quoi elle m'a confortée dans ce choix, en quoi elle m'a permis de mûrir ce choix-là. Et une dernière partie sur quel type de médecin je voudrais être. Donc là, moi, la prépa m'avait conseillé de vraiment mettre un choix très déterminé de la spécialité que je voulais. Alors ça, pour le coup, la prépa, ils voulaient absolument qu'on le dise quelle spécialité on voulait. Moi, en fait, je trouvais ça pas raisonné et pas réaliste de donner un choix de spécialité. Donc, c'est ce que j'ai dit à l'oral. J'ai dit, moi, je ne sais pas quelle spécialité je veux faire. Je sais que j'ai encore 5 ans de stage d'externat. Je sais que ça va être... qu'on ne peut pas se rendre compte de la réalité d'un médecin tant qu'on l'a pas vu. Et je sais que mon classement à l'écrit de 6e année va aussi conditionner ce choix de spécialité. Donc, actuellement, en première année, j'ai jamais vu un patient de ma vie. Je peux pas dire, en fait. J'ai été sincère là-dessus et je pense que ça a payé, du coup. Je pense que on parle à des médecins. Donc, on parle à des gens qui savent ce que c'est que le quotidien d'un médecin et qui savent que dire j'ai toujours rêvé d'être pédiatre parce que j'adore les enfants, ça reflète pas la réalité du métier.
Après, si on a une vocation de pédiatre, faut le dire, mais faut pas s'inventer des arguments en fait. Et en fait, c'est vraiment le moment où on peut être vrai. Et ça fait du bien après une année d'écrit d'avoir enfin une année où on nous demande notre avis en fait. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette épreuve-là. Et surtout, j'imagine qu'il te rate pas après avec ces petites questions toutes simples. Oui. Pourquoi pédiatre Et Oui. puis après, il creuse. Puis au bout de 2 questions, vous êtes perdu. C'est vrai que ça montre un truc un peu bizarre. Voilà, c'est ça. Pareil, on nous avait conseillé d'être capable de dire en détail pourquoi est-ce qu'on voulait pas sage-femme ou pourquoi est-ce qu'on voulait pas dentaire si la question venait. Alors, j'ai des amis à qui la question a été posée. Pourquoi est-ce que vous vous êtes pas posé la question d'être kiné, par exemple pourquoi pas. Et c'est délicat, parce qu'on sait qu'on a un kiné dans le jury. Ouais, mais pourtant, t'as le droit, c'est un autre métier. Exactement. Mais voilà, il faut montrer qu'on sait poser la question, mais que c'est juste deux métiers différents et que c'est pas ça qu'on veut. Mais moi, personnellement, j'ai eu la chance de pas avoir cette question-là et j'en étais très contente. Ok, et le deuxième sujet? Donc, le deuxième sujet, c'est plus controversé dans les opinions. Moi, c'était mise en situation complexe. Donc, on nous donne une situation. Je vais donner un exemple de ma situation juste après. On a 5 minutes de préparation. Donc, en fait, c'est 5 minutes pour structurer rapidement son brouillon, pour être sûr de pas dire n'importe quoi et reprendre ses esprits. Mais c'est pas du tout 5 minutes où on prévoit en détail ce qu'on va dire, parce que au final, ça vient pendant qu'on parle, en fait. Nos arguments viennent au fur et à mesure. Et donc, je crois que ça doit être peut-être 5 minutes d'expression, 10 minutes de questions, ou l'inverse. Oh. Mais donc, c'est très rapide. Et donc, c'est des situations pas du tout médicales. Donc, par exemple, moi, donc cette fois, on est devant 6 jurés. Enfin, la meilleure amie de votre petite sœur vient vous voir. Elles sont collégiennes. Je sais plus comment c'était phrasé, mais en gros, c'était ça. Et donc, elle vient vous voir pour vous dire qu'elle ne se sent vraiment pas bien en ce moment au collège parce qu'un photomontage d'elle circule et elle accuse votre sœur d'être l'auteur de ce photomontage. Et en gros, qu'est-ce que vous faites? Voilà, ça, si on n'est pas préparé mentalement, on peut se dire que c'est très difficile. Au final, en fait, ce qu'ils veulent qu'on montre, les jurés, c'est qu'on prend en compte toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'il faut dire... en fait, il faut tout de suite questionner le sujet. On dit, alors déjà, vous me dites qu'elle est collégienne, mais je vais pas m'adresser de la même façon à une personne qui est en 3e et à une personne qui est en 6e. Donc déjà, je vais prendre cette variable-là en compte. Ensuite, le photomontage, de quelle nature est-ce qu'il est? Si c'est un contenu à caractère sexuel, ça va pas être la même gravité que si c'est une petite blague et que y a pas de violence dans le contenu. Ensuite, vraiment là, il faut partir, pas partir dans tous les sens, faut être cohérent, mais il faut penser large. J'ai aussi évoqué le fait que la jeune fille, elle vient me voir moi. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait me voir? Ça doit être qu'elle me fait confiance, mais qu'au final, elle se sent seule. Parce que si elle va pas avoir un adulte référent, c'est qu'il doit y avoir un certain stress. Donc, moi, je vais devoir être à la hauteur de cette confiance qu'elle met en moi. Donc, de pas la trahir et de pas discréditer ce qu'elle ressent. Voilà. Ça veut pas dire pour autant que je vais lui faire confiance aveuglément et que je vais tout de suite accuser ma petite sœur. Je vais essayer de discuter avec ma petite sœur. Enfin voilà. Donc, il faut vraiment partir dans plein de branches différentes. Et il faut conclure en prenant des actions. Donc, ça peut être... je vais essayer Souvent, là, on essaye d'en parler aux adultes référents. Donc, je vais essayer d'aller voir les responsables à l'école. Est-ce qu'ils ont entendu parler de ce problème et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas agi? Je vais essayer d'aller voir mes parents, puisqu'ils sont responsables de ma sœur, et les parents de la fille. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir un psychologue en plus Enfin, voilà. Donc, on délègue le problème. Souvent, si on place un psychologue, souvent, ça s'adapte au problème parce que ça montre qu'on prend en compte les sentiments de tout le monde. Et en fait, il faut vraiment prendre en compte la sensibilité. Donc, par exemple, quand j'ai dit on va mesurer la gravité du photomontage, on m'est tombé dessus sur les questions. Oui, si on se rend compte que le photomontage, il vous paraît innocent, sans conséquence, qu'est-ce que vous faites? Donc là, faut surtout pas dire, il y a pas de problème, on passe à autre chose. Non, il faut dire, c'est pas parce que moi, ça ne me choque pas que
enfin, la douleur et la détresse, elle est là chez cette petite fille. Donc, dans tous les cas, il faut la prendre en compte. Enfin, voilà. Donc, c'est moins grave, quoi. C'est moins grave, voilà. Donc, on dédramatise le truc. Ouais, Mais les situations, donc ça, c'est mon exemple, les situations, elles sont très diverses. Ouais, j'ai entendu de 2 personnes qui se noyaient. Je crois qu'il y a une sœur, Oui. sa sœur et une C'est ça. amie. Truc de ouf. Voilà. Donc, il y a vraiment tout et n'importe quoi. On peut dire, en fait, je choisis ma sœur, là, je m'en fous. Je sais pas si vous allez... Oui, voilà. Je suis pas sûre que ce soit... Mais c'est une super... Où est-ce que tu as appris qu'il fallait, comme ça, questionner le sujet? Je pense que c'était ultra pertinent. Reprendre chaque partie et de faire comme un arbre avec différentes branches sur chaque mot, chaque situation possible. Parce qu'en gros, nos émotions, elles vont partir sur une... Quand on dit photomontage, tout ça, on va tout de suite penser à un truc vraiment grave, justement un caractère sexuel, avec une humiliation horrible. Mais peut-être que c'est rien, c'est juste elle lui a mis 2 antennes de je sais pas quoi sur la tête. C'est ça. Et ouais, en fait, c'est... Alors ça, la prépa nous l'avait conseillé, mais en soi, je pense qu'ils ont proposé la même chose au tutorat. En fait, c'est... Enfin, même à la présentation de la fac, la présentation du sujet, c'est un peu ce qu'ils nous avaient dit de faire. D'accord. Première chose, c'est on questionne le sujet. Et comment tu t'es entraînée? On avait une banque de sujets que nous avait fourni la prépa. Mais ça, pour le coup, je pense que le tutorat aussi l'avait donné. Et ça nous a permis de passer devant ses parents. Là, pour le coup, je suis passée devant mes parents, je suis passée devant mes frères et sœurs, et leur demander leur avis. Vous, enfin voilà, ça élargit aussi le champ des possibles, quoi. Et qu'est-ce que vous auriez dit pour cette situation-là? Qu'est-ce que voilà, par exemple, dans les sujets où il fallait s'entraîner, il y avait un sujet avec genre une tempête en hélicoptère, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Et en fait, j'y avais pas du tout pensé, mais par exemple, ma mère m'avait dit, est-ce que j'ai déjà survolé en tempête ou est-ce que c'est ma première fois? Ça n'a rien à voir. Enfin, Ah oui. voilà, c'est bête, mais c'est des choses auxquelles moi j'avais pas pensé et en fait, à force, ça enrichit le Tu raisonnement. t'entraînes à réfléchir, en fait. Oui. Pour le coup, ça c'est beaucoup d'entraînement. Enfin, la méthode n'est pas très compliquée, il y a pas de par cœur à avoir. Ouais, D'ailleurs, il y a pas de vraie méthode. C'est trop bien, en fait. En vrai, on a envie Oui. d'être soit juré, soit être candidat. On a envie. C'est ça. Ouais, c'est assez sympa. Faut le prendre un peu comme un jeu, de manière très sérieuse. Faut être sérieux sur le moment, mais est-ce qu'il faut être un peu... Non, faut pas être solennel, faut pas... Ouais. Enfin, j'avais des amis qui avaient révisé. Faut Réviser pas quoi réviser, faut garder une spontanéité déjà quand on parle à l'oral. Son projet professionnel, faut pas le connaître par cœur parce que il faut que ce soit une discussion, faut que ça tourne à la discussion. L'idéal dans les questions avec le jury, c'est à partir du moment où ça tourne à la discussion, c'est que le jury il est pris dans ce que vous dites en fait. D'accord. Et donc voilà, faut pas trop réviser. Enfin voilà, j'avais une amie, on nous avait dit qu'un des sujets qui pouvait tomber c'était le harcèlement. Donc on sort de l'oral et elle me dit ah oui, je suis trop contente parce que j'avais trop révisé ce sujet, je connaissais les numéros d'urgence à appeler, je connaissais les et voilà, et donc c'est très bien, elle a réussi cette fille. Et si c'était les outils qui ont permis de la rassurer finalement et de lui donner confiance à l'oral, c'est très bien pour elle. Mais des numéros. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais je pense que ce qui est important c'est d'avoir plaisir à parler, c'est important pour l'oral. Ouais. Quoi. Non, mais en vrai, c'est vachement important parce que quand vous allez être face à vos patients, il va falloir évaluer entre ce que la patient va dire et la réalité de la chose. Oui. Ça commence en fait sur des choses plus concrètes. Il faut apprendre à questionner, à analyser et pas seulement être dans l'émotion. Bon, c'est super. Et un gros merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées que tu voudrais aborder ? Si, ce qui était très bien, moi, mentalement, ce qui m'a aidé, c'était de garder l'objectif en tête. Donc, moi, j'avais beaucoup de lectures. Je lisais énormément le soir. Tu veux dire pendant toute l'année ? Toute l'année. C'était mon moment. Le soir, je lisais mon livre et voilà, c'était pour moi. J'allais oublier. Maintenant, ma dernière question. Oui. Peut-être que du coup, ça en fait partie, mais les 3 conseils pour les futurs passes, c'est quoi ? Voilà, garder l'objectif en tête. Enfin, continuer à rêver. Voir qu'après les épreuves, il y a un vrai métier qui fait vibrer, c'est bien. Essayer de garder ces 8 heures de sommeil, parce que ça, c'est vraiment difficile. Et c'est vraiment très mauvais de pas les avoir. Et voilà, c'est bien d'avoir une méthode. Après, faut pas la suivre à la lettre. Il faut pas se plier... faut pas vouloir absolument suivre un modèle tout fait, quoi. Faut s'écouter. Et pourquoi tu dis ça ? Parce que toi, t'as suivi ton modèle ? J'ai suivi mon modèle. Mais j'ai pas suivi à la lettre la méthode DJ. Okay. J'ai pas... Oui, voilà, c'est surtout ça. La méthode DJ, faut pas la suivre à la lettre. La méthode pour l'oral, de faire un plan, ça, la prépa nous le conseillait. Et ça a aidé beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à structurer leurs pensées.
Donc c'est très bien d'avoir un plan. Après, moi, j'ai pas eu la sensation de l'appliquer parce que ça me limitait beaucoup de me dire faut que je fasse tel nombre de temps sur la partie argument, tel nombre de... Enfin voilà. Donc quand même s'écouter et bah pareil sur le nombre d'heures à travailler. On a l'impression presque qu'il y a un modèle tout fait quand on entend ses amis travailler, qui travaillent 11 heures par jour à la bibliothèque. Enfin voilà, déjà si on commence par 8 heures dans sa chambre, c'est très bien aussi. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. Vaut mieux être efficace que travailler trop. Ça, c'est sûr. Et ben, je propose de se quitter sur cette belle phrase. Merci Eva. Merci beaucoup. À bientôt. Bon courage. Au revoir. Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorerez Hippocast, l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hippocast.fr. À bientôt.